Salut Laurent, Salut, comment tu vas? ça va? Mais donc voilà, on s'est contacté il y a pas longtemps parce que je voulais faire un épisode avec toi parce que je trouve qu'il y a plein de choses à raconter. Et, si je ne me trompe pas, dessinateur slash graphiste, on en parlera d'ici quelques instants. Mais tu es surtout un très grand supporter de l'Union Saint-Gilloise. Je pense qu'on le voit aussi avec la collection qu'il y a derrière toi ici et tous les maillots qui sont accrochés. Mais on parlera de ta passion évidemment pour l'Union Saint-Gilloise. On parlera aussi de justement ton œuvre artistique, tout ce que tu fais autour de l'Union pour les joueurs, pour le club, à toutes tes représentations. Peut-être expliquer un peu, je dirais, aux auditeurs comment t'en es arrivé à devenir supporter de l'Union Saint-Gilloise, sachant que en fait t'es français et ça fait pas très très longtemps que t'habites en Belgique. Donc moi ma première question c'était voilà, comment est-ce que en étant français, parisien, on devient supporter de l'Union Saint-Gilloise en Belgique? Alors, moi déjà, je suis un supporter du football, je suis un romantique du football. Donc, comme tu l'as dit, je suis parisien de naissance. Mais je me suis jamais, senti proche du PSG ou quoi, surtout depuis que les Qataris sont arrivés. Moi, j'étais un supporter nantais de base. Je suis né en 87, donc Nantes est champion de France en 94, 95. Donc j'ai 7 ans, 8 ans. Et c'est le début du foot à la récré, évidemment, à l'école. Je commençais à jouer en club aussi au PUC. Et je suis resté fidèle à ce club-là qui est devenu champion avec que des joueurs issus de l'académie, qui avait un maillot jaune et vert qui est unique dans le championnat de France, sans star. Enfin voilà, je suis resté fidèle en fait à cette équipe-là et en fait j'ai retrouvé presque la même mentalité à l'Union, d'un club surtout axé sur le sport, les traditions, sans trop d'argent surtout qui vient d'ailleurs que du monde du football. Et comment j'ai rencontré l'Union? Eh bien, c'est totalement par hasard en arrivant à Bruxelles, donc avec ma copine, suite au confinement. On avait décidé de déménager. Ouais. Et moi, j'aime bien jouer aux fléchettes aussi. Et donc, je suis allé jouer dans un café qui s'appelle La Victoire, à Saint-Gilles. Et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Philippe Cagnon, un monsieur qui s'appelle Fabrizio Bazzano et une dame Van Hoefstadt. Et il y avait un match de l'Union à la télé. Et puis en fait on a joué aux fléchettes ensemble et puis ils ont commencé à me parler du club, de l'histoire du club, me raconter les écharpes au mur, les années de galère, la montée en première division, etc. Et ça a été mon premier contact avec le club Et là, tu as commencé un peu à t'intéresser justement à te demander bon, c'est quoi l'Union comment ça s'est passé? Voilà, t'étais, j'imagine, un peu intrigué, peut-être intéressé en se disant tiens, voilà, il y a quand même pas mal de points communs avec ton club, je dirais d'origine, le FC Nantes. Et après quoi, t'as été rapidement voir un match? Comment ça s'est passé? Alors en fait, nous on habitait notre premier appartement était à XL et les jours de match évidemment, tu commences à voir les gens revêtir du jaune et bleu, les écharpes, filles, garçons aussi. Et tu sens que ça va à pied au stade, tu sens que ça commence à bourdonner dans le quartier aussi. Et je trouvais ça chouette. Et j'ai fait un premier dessin du quartier où j'ai fait seulement 2 personnages, enfin un couple qui a des écharpes jaunes et bleues. Et je l'ai posté sur mon Instagram, j'avais mis un petit hashtag Union Saint-Gilles. Donc c'est celui-là. Ouais. Et en fait, tout est parti de là parce que il y a un défenseur de l'époque, de l'équipe, qui s'appelait Jonas Bagger, qui était danois et qui est tombé, je pense, grâce à ce hashtag sur mon Instagram, qui a aimé le dessin et puis le reste de mon travail que j'avais fait auparavant et il m'a écrit. Il voulait savoir si je pouvais lui faire un grand tableau d'une ambiance pré-match au Joseph Marien, une ambiance hivernale avec les supporters devant, les saucisses sur le grill, l'effervescence et tout. Je lui ai dit pas de problème Jonas. Enfin déjà je pensais que c'était un faux compte qui m'avait écrit, je pensais que c'était une arnaque. Puis en fait j'ai réalisé que non ensuite. Et donc je lui ai dit pas de problème, mais pour ça faut que j'aille au stade. Et il me dit je t'invite à l'entraînement. À l'époque ils s'entraînaient encore au Marien les joueurs. Je t'invite je sais plus un mercredi machin. Je vais au Marien et là c'est pas que je tombe amoureux mais ça m'a rappelé un séjour que j'avais fait à Leeds dans le cadre de mon diplôme donc aux Arts Déco à Paris que j'avais fait sur le football et je cherchais ça justement un foot romantique authentique en stade en pierre en briques, les supporters qui vont à pied au stade, les différentes étapes dans les différents pubs avant d'aller au stade, les gens qui vont en famille aussi au stade. Mon grand-père adorait par exemple à l'époque quand les matchs avaient lieu le dimanche après-midi parce qu'ils pouvaient aller au stade avec leurs enfants ou avec leurs parents, etc. Il regrettait que maintenant ce soit quelque chose un peu du samedi soir. Et en France, je suis très rarement finalement allé voir des matchs de foot dans des stades parce que je trouvais que c'était un peu KRA, un peu mauvaise ambiance, bagarre. Et quand je suis allé à Leeds, j'ai retrouvé ça. Et quand je suis allé au Marien pour la première fois de ma vie, j'ai cru redécouvrir ça aussi.
une authenticité de l'histoire, du patrimoine, et puis du Ouais, c'est un peu du ballon. l'anti-foot moderne, on va dire. Ouais, total. Enfin, l'anti-foot moderne, je dirais anti-foot business. Parce que Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans les gros clubs, en fait, tu vas au match comme si tu allais au Kinépolis avec quasiment ton paquet de popcorn. Ouais, complètement. Et à l'Union, c'est vrai que c'est resté super authentique. Ça sent le foot, et puis c'est ça qui t'a attiré, en fait. Ouais. Puis la simplicité, tu vois, les tribunes. Évidemment, la tribune Est. Moi, j'aimais bien aller en Nord, par exemple. Juste des strapontins. Bon, évidemment, le cadre que tout le monde connaît, hein, dans le parc du Den et tout. Et puis, ouais, tu vois les vestiaires, tout ça. Enfin, moi, ça m'a rappelé même à mon humble niveau, mes années au PUC, où tu laves tes crampons Et justement, on va peut-être aussi en parler maintenant, c'est gérer ton métier, enfin ton métier qui, je pense aussi ta passion en même temps, c'est le dessin. Donc tu te concentres principalement sur quel type de travail, je dirais. Alors, je me mets aucune barrière, mais non plus, je t'ai un peu énuméré le sujet vite fait. Mais donc moi je suis diplômé des Arts Déco de Paris. Donc c'est une école qui a plusieurs secteurs, de la mode au dessin d'animation, en passant par l'architecture intérieure, etc. Et moi je suis diplômé en design graphique. Suite à mon diplôme, j'ai peu aimé mes premières expériences en studio, où j'ai peu aimé travailler pour d'autres, faire un travail un peu d'exécutant, travail un peu débile, sans trop liberté. Et j'ai décidé un jour d'arrêter ça et puis de me remettre à mes premières amours qui étaient la peinture, le dessin, voilà, quitte à moins gagner d'argent, mais en tout cas plus ou moins tout contrôler et donner du sens aussi à ce que je fais. Et donc en arrivant à Bruxelles avec ce premier dessin, moi j'ai une tradition aussi, c'est que j'aime bien dessiner la ville dans laquelle je vis et ça me permet d'apprendre la ville, de la respecter, de passer du temps dessus, de la contempler, de l'observer et donc ensuite c'est allé assez vite avec Jonas qui a montré ce tableau donc que je lui ai fait sûrement à d'autres joueurs de l'équipe. Il y a des membres du club qui ont dû tomber sur mon travail aussi. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, j'ai commencé à faire des petites commandes pour les uns et les autres, puis pour le club. Donc voilà. Et c'était quoi les premières, justement Alors ensuite il y avait. Le club, c'était quoi les premières commandes que tu as eues? Si tu veux, tiens, je reprends le fil. Ça c'était la peinture pour Jonas. Ouais. Ah oui, ensuite j'ai rencontré Yves, donc j'ai revu Yves dans un autre cadre que celui du Café de la Victoire. Il m'a invité chez lui, donc il m'a montré tout son musée, toutes ses archives de l'Union, les vieux documents, les vieilles photos. Et ça allait être l'année des 125 ans du club. Et il était à l'initiative d'une exposition qui allait avoir lieu au Brass, avec Fabrizio notamment et Philippe Dieu, qui a été le graphiste de l'Union. Qui a fait pas mal d'affiches. Ouais, tous les affiches d'avant-match. Exactement. Ouais, j'ai eu l'occasion déjà de l'interview. Les match day et tout ça. Lors d'un podcast, effectivement. Ouais. Et donc ça, c'était l'exposition si je me trompe pas, pour les 125 ans. Pour les 125 ans. Et Yves voulait me faire travailler d'une façon ou d'une autre sur ce projet. Bon, il y avait énormément de choses. Hein. Et il avait cette idée de faire 2 affiches. Une affiche qui présentait un vieux derby contre le Daring de 1933. Et une affiche où en fait j'aurais fait un travail plutôt d'historien, dans le sens où il fallait que je colorise, enfin à travers le dessin, des très vieux maillots de l'Union dont il n'y avait pas de traces en couleur. Et donc lui qui est un enquêteur avéré et tout, voilà, il m'a dit alors celui-ci, normalement le haut c'est blanc, là c'est jaune, les chaussettes je suis pas sûr mais je crois que c'est noir. Enfin, et donc c'était un peu un travail de détective, c'était assez amusant. Donc voilà. D'ailleurs, je sais que t'es français donc on t'excusera. Mais on dit pas le daring, on dit le daring. Le daring. Je suis désolé. Non, c'est pas grave, mais comme ça la prochaine fois tu feras. Et donc en fait c'est comme ça que parce que si on regarde un peu ton compte Instagram, t'es souvent en contact avec des joueurs. Ça m'a quand même frappé que t'avais beaucoup de contacts avec les joueurs de l'Union. Donc c'est devenu en fait un peu pas tant que ça en fait. Une tradition, enfin c'est quelque chose qui s'est répété au fil des saisons, ou tu dois souvent faire des travaux enfin des œuvres pour certains joueurs. J'ai vu que par exemple tu en as fait pour Kevin McAllister. Alors Kevin c'était pas une commande, c'était deux visuels que j'avais fait pour les contenus de l'Union pour la campagne en Europa League, et donc j'avais fait un vitrail pour la réception de Liverpool, et j'avais fait une espèce une carte, comme une carte à jouer qu'on pouvait lire dans les deux sens. Avec les 2 frères, c'est ça? Avec les 2 frères, avec Alexis et Kevin. Et plus tard, en fait, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Kevin, et donc je lui ai donné le vitrail et le visuel original de la carte. Non, en fait, les joueurs, non, il y en a pas eu tant que ça, mais tu sais, à l'Union, bon, tu restes pas très longtemps, à part Guillaume François ou Burgess. Et Jonas, par exemple, lui, il sentait qu'il allait bientôt partir. Il est parti à Charleroi, en fait. Mais
C'est pour te dire à tel point le club marque les joueurs qui ont joué. Lui, il voulait vraiment un souvenir authentique. Je pense que dans la peinture aussi, ils ressentent une authenticité et une proximité qui est cohérente avec l'Union Saint-Gilloise. Tu vois, il y a un truc fait main, un peu, pas bricolé, mais une pièce unique. Et je pense pas que à Charleroi, Jonas a trouvé un peintre local pour lui faire une peinture. Comme tu dis, c'est fait à la main, ça prend quand même des heures. Des journées. Donc il y a vraiment, en fait, ça montre qu'il y a un investissement dans ce travail en fait. C'est pas juste le truc que tu fais en 20 minutes sur ton ordinateur. Donc c'est vraiment un travail assez long et assez précis. Ouais. Donc quelque part c'est un investissement de ta part en temps qui est Total. Mais c'est une volonté aussi, ça rejoint ma volonté après mon diplôme d'avoir arrêté le graphisme en studio et tout ça. C'était une volonté de ralentir le temps aussi, c'est presque une démarche philosophique, enfin métaphysique. Aujourd'hui, on est surchargé d'images, tu vois, on fait défiler les informations, notre cerveau est constamment au taquet, à gauche, à droite. Enfin, on a le moins de temps pour nous-mêmes, de méditation, de réflexion, de contemplation. C'est quelque chose que je retrouve dans le dessin ou la peinture. C'est un temps pour moi où justement je ralentis et je refais cet effort de contemplation, comme quand j'étais enfant, enfin comme quand on vivait à une époque où il n'y avait pas toutes ces informations, tous ces écrans, etc. Et ça donne beaucoup de sens pour moi en fait dans l'œuvre finale, du fait aussi qu'elle soit une pièce unique. Et je suis content quoi. J'ai l'impression d'avoir planté des carottes ou de, enfin ça a servi à quelque chose. Je comprends tout à fait. C'est une espèce de ralentissement par rapport à un rythme effréné dans lequel on est tous constamment quoi. Puis on n'a pas le temps de digérer, tu vois. Les gens sont boulimiques d'informations aujourd'hui. Ils vont tous à la salle de sport pour être plus forts, plus rapides. Ils ont les voitures les plus rapides. Ouais. Moi, j'ai souvent dit, ok, t'as une Ferrari, mais pour aller où? Tu sais pas où? Oui, et puis la limite reste à 120, tu vois. Bien sûr. Donc, quelque part. Je sais pas, j'ai pas le permis. Non, c'est bien d'avoir une voiture qui fait du 200 à l'heure. Si tu peux pas rouler plus que du 120, finalement, ça n'a aucun sens. En fait, faut apprendre à digérer, faut apprécier, faut prendre le temps. On parlait justement des 125 ans, donc l'affiche du Daring contre... Du Daring, voilà, parfait, génial. Et les maillots, c'est un truc assez incroyable, justement, de revoir les maillots que l'Union avait il y a très longtemps. Et toi, en tant que graphiste, justement, est-ce que parfois t'as pas envie, tu te dis pas, tiens, je dessinerais bien le nouveau maillot de l'Union? Ah bon, moi, c'est mon rêve depuis le gamin. Mon rêve, c'est de faire un maillot. C'est pour ça quand il y a eu le concours l'année dernière pour le maillot blanc, que le monsieur que tu as interviewé auparavant, j'étais dégoûté. Il fallait plus me parler d'Union pendant 2 semaines. Mais et justement, si tu pouvais décider du maillot de l'Union, tu le ferais comment? Je sais pas, j'ai 1 milliard d'idées. Mais c'est vrai que... Et t'aurais pas envie de retourner dans le passé, là, dans les maillots des années 30 et tout? Dans le rétro, parce que c'est une tendance qu'on voit de temps en temps, hein. Il y a des clubs parfois qui relancent des vieux maillots. Ouais. Mais je suis un peu, tu vois, à la fois, je suis d'accord avec l'Union sur le côté écologique de faire 15 jeux de maillots par an, 1,5, d'utiliser le même sur 2 ans, etc. Ouais. Même si je trouve que ça n'empêche pas, en fait, la surproduction. J'ai pas compris trop la cohérence. Mais par contre, je suis assez anti... Arsenal, par exemple, qui va avoir 7 maillots cette saison, je pense, entre les centenaires, les machins, les anniversaires, les campagnes commerciales, les vintage, Oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait, le foot business, avec l'objectif de vendre un maximum de maillots différents. Ouais, totalement. Parce que si tu as un maillot tous les 2 ans, les gens vont pas l'acheter 2 fois. Hein. Mais c'était pour revenir à cette histoire de dessiner un maillot vintage. C'est peut-être du déjà vu. L'Union, ils avaient fait un maillot Copa comme ça. Voilà, bon, moi, ça plaît à certaines personnes. Mais... Tiens, je les ai là. Ouais, ils sont... J'avais surtout travaillé sur les 2 anneaux. Celui-là, c'était un hommage, en effet, à l'ancien temps. Ça, ce sont des travaux aussi qui sont disponibles sur ton compte Instagram. Les gens peuvent aller les voir quelque part. C'est peut-être bien. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas postées, mais oui, l'essentiel de mon travail pour l'Union qui a été validé est disponible. Et puis surtout les peintures que j'ai fait pour les joueurs. Moi, ce que je voulais aussi discuter avec toi, c'était justement quelque part les contacts que tu as, je dirais à la limite même quasiment les relations, dire quasiment d'amitié que tu as liées qu'avec certains joueurs. On en parlait en off juste avant. Ouais. Tu parlais de Mathias Rasmussen. Mais comment t'arrives justement à rentrer en contact avec certains joueurs, à te lier quelque part d'amitié? Mathias, tout est parti d'un tableau que j'ai fait pour lui, d'après une photo de Jules, où il a son petit bébé dans les bras, devant la tribune Est. Et il m'a dit, ce serait chouette que tu fasses une peinture de ça. Et donc moi, je joue de la musique irlandaise aussi, traditionnelle. Et j'ai une session, donc un jam, tous les mois dans un pub écossais à Anvers.
Et Mathias habitait à Anvers, et donc on s'est rencontrés, quand j'ai fini le tableau, on s'est rencontrés là. Il est venu au pub avant que ma session de musique irlandaise démarre, et on a parlé 1 heure ensemble. Et j'ai adoré en fait sa simplicité, son côté scandinave, très froid, pas du tout superficiel, pas du tout dans le star system, les photos, les médias ou quoi, même pas dans les maillots. En fait, il s'en fout. Il est très famille, il est très sévère avec lui-même quand il fait un mauvais match. Il aimait bien Manchester United et j'avais l'impression de parler avec quelqu'un de simple. Pas parler avec un joueur professionnel connu. Même si les joueurs de l'Union sont quand même très simples et ils ont les pieds sur terre. C'est pas des milliardaires qui vivent sur notre planète. Mais Rasmussen, en fait, j'avais pas l'impression d'être gêné en parlant avec lui. Et parfois, j'oubliais même que je lui mettais 10 ans dans la gueule. Il avait déjà deux enfants, dans un pays étranger, footballeur professionnel, enfin, tellement mature pour son âge. Et donc on est resté en contact. Puis quand moi j'ai déménagé à Anvers, c'était plus simple de se voir. Et puis j'ai rencontré sa copine, ses enfants. Même ma maman a fait un pull vert pour l'un de ses bébés, en laine, maison. Et voilà, il est venu m'écouter jouer de la musique irlandaise au pub, avec Ross Sykes aussi. Qui habite aussi à Anvers. Puis donc Mathias après m'a commandé d'autres boulots et notamment il y avait un Noël de l'Union, comme ils font chaque année, tu sais, où les joueurs et le staff en fait s'offrent des cadeaux, enfin ils sont tirés au sort qui doit offrir un cadeau à qui, etc. Et donc Mathias était tombé sur Mo Fusaini, donc je crois qu'ils avaient une private joke avec lui, Mo et Pocognoli. Et en urgence, 3 jours avant que le Noël de l'Union ait lieu, Mathias m'a demandé si je pouvais lui faire un dessin qui racontait un peu cette blague. Et donc il l'a offert à Mo, ils ont bien rigolé. Donc ça, tu peux le voir sur mon Insta. Et la blague, c'était quoi? Enfin, je crois que Poco, en gros, pointait souvent du doigt Mathias. Et il disait attention Mathias, attention Mathias. Enfin, il l'engueulait. Et c'est resté. Et après, dans les vestiaires, ça devait être un running gag, quoi. Ça devait revenir tout le temps. Et puis apparemment, Fusaini était hilar à chaque fois. C'était un truc entre eux. Je leur laisse leur espace. Je veux pas en savoir trop. Ouais, donc finalement, ouais, voilà, avec Mathias Rasmussen, c'est devenu une relation quasiment, on va dire, intime, quasiment de copain à copain. Amical. Ouais, amical, quoi. Puis voilà. il adore les fléchettes aussi, comme Ross. Ouais. Donc une fois, on a regardé la première ligue à la télé ensemble, et je m'entendais très bien avec sa copine aussi. Ses enfants sont trop mignons. Enfin, on avait beaucoup de points communs, quoi. Et j'ai vu aussi que t'avais eu aussi Promise David, qui t'a d'ailleurs offert Ouais. son maillot de l'équipe nationale. Tu peux nous en parler aussi? Quand je fais un boulot pour un joueur, bon évidemment je me fais payer, mais comment dire, je me fais un peu moins payer. Et si je peux avoir un maillot dans l'histoire, moi ça me comble de bonheur. Et Toby, en fait, c'est un grand enfant. Il est d'une gentillesse. La première fois que je l'ai vu, la première fois qu'il est venu à la maison chercher sa première commande, il m'a posé 1 milliard de questions comme toi sur mon travail, sur le graphisme. Il a regardé tous les bouquins, les journaux que j'avais gardés du titre de champion de Belgique ou des premiers matchs en Champions League. Il a tout voulu lire, savoir, enfin. Et il me disait qu'il avait un grand malheur dans sa vie, c'était qu'il savait pas dessiner, ni peindre, enfin, ni jouer de la musique. Il adore ça vraiment. Et donc oui, je te dis que c'est un grand enfant parce que bon, ça veut rien dire, mais il est fan de manga, etc. Et donc il voulait absolument un tableau issu d'un manga qu'il regardait, etc. Moi je m'y connais pas du tout en animation japonaise, donc Oui, c'était un univers complètement différent. Totalement. Pour toi. C'était pour lui faire plaisir. Et à côté de ça, j'avais adoré quand on a fait la campagne Champions League, tu avais détourné les logos des clubs adverses, Ouais. où tu avais chaque fois remplacé les couleurs par les couleurs de l'Union, tu avais changé un peu le texte. Comment tu as eu cette idée d'ailleurs? C'était Ça c'est né. génial. Ça c'est un truc que je fais, que je faisais gamin aussi. Enfin, j'aimais bien détourner les logos ou j'aime bien les anagrammes, jouer avec les lettres, tout ça, enfin les jeux de mots. Et le sticker, c'est un média, comment dire, comme il y a un côté un peu non officiel où tu peux un peu transgresser les règles, tricher, enfin faire des choses que t'as pas le droit de faire normalement au niveau des droits à l'image ou quoi. Je trouvais ça marrant déjà il y a quelques années, j'avais détourné les noms des joueurs par rapport à leur sonorité qui me rappelait celle de logos de marques connues qui avaient aucun rapport. Je sais pas, j'avais fait un Van Houten par exemple, le chocolat ou je sais plus. Ah oui, ils sont là. Ouais. Qui évidemment Amoura. Le logo McDonald's qui devient McAllister. Castorama, Castromontes, les chips, Lay's, la Guinness qui devient Guillaume. Guillaume. La Jupiler qui devient Puertas. Enfin, non,
c'est vrai que c'était incroyable. Pour la Champions League, c'était tellement historique. De toute façon, j'avais plein d'idées suite au titre de champion de Belgique l'année dernière. J'ai tout de suite pensé à ça, au fait qu'on jouerait en Champions League. J'en revenais pas, quoi. Puis avec la nouvelle formule, en plus, 8 équipes, je me disais qu'on allait forcément taper quatre monstres, le Real, City, Naples, je sais pas. Et nous, quoi, la petite union sur ces grands terrains. Donc j'avais envie de marquer le coup, de faire plein de trucs. Et donc ouais, j'avais eu cette idée de détourner les logos de nos adversaires, de nos futurs adversaires, mais à la sauce union, pour faire un souvenir pour les supporters unionistes. L'OM, l'Atalanta, le Bayern, etc. Et t'as eu beaucoup de réactions sur ces stickers de la part les gens ont bien aimé. C'est un truc que j'aurais bien proposé au club, mais c'est là que la frontière, justement, droit à l'image. Oui, parce que les logos sont protégés, évidemment. Sûrement. Et t'as eu, je me demandais, est-ce que t'as eu, par exemple, des supporters des équipes adverses, justement, qui j'ai contacté en disant, par exemple, un supporter de l'OM, là, qui voit, ou un supporter de Newcastle. Il y a beaucoup de supporters de l'OM aussi, je pense. Je sais pas si t'as remarqué que la plupart des chants unionistes aussi sont. Oui, tout à fait. ressemblent pas mal. Et en fait, moi, j'ai pas mal de copains aussi dans le monde du maillot vintage. C'est vraiment une passion que j'ai depuis toujours. Avec mon copain Damien Eck, d'ailleurs, qui a le magasin 90 BXL. 90 BXL, ouais, je connais bien le magasin. Ouais. Pour qui j'ai beaucoup travaillé aussi. Et donc parmi eux, il y a des supporters de toute l'Europe, d'Amérique du Sud et tout. Et donc il y a un gars de l'Atalanta notamment, un collectionneur de l'Atalanta, un Italien qui m'a dit mais envoie-moi les stickers, envoie-moi le t-shirt et tout. Non, c'est marrant, c'est la communauté du foot. Tu vois, le romantisme aussi dans le foot, dans ces maillots vintage, ça se rejoint. Ce sont des gens qui sont pas forcément supporters d'un club, mais qui sont supporters d'un état d'esprit et qu'on retrouve à travers différents clubs dans toute l'Europe. Voilà. C'est un peu c'est un peu des amateurs de la culture foot, on va dire, la vraie. Et c'est vrai que c'est une tendance que tu vois beaucoup aujourd'hui. Quand ça devient une tendance, comme tu dis, ça devient un peu trop à la mode. C'est un peu l'engouement pour les maillots vintage. C'est vrai que t'en vois énormément. Ouais. Il y a de plus en plus d'événements, des salons qui sont organisés où t'as plein de vendeurs de maillots. C'est vrai que tu vois ça un peu partout maintenant. C'est devenu un peu l'accessoire de mode, on va dire. Ouais. Mais pas toujours. Victime de son succès, hein. C'est comme l'Union, tu vois, avec ces fameux nouveaux supporters et tout ça. Il y a du bon, il y a du moins bon. Le succès, ça attire toujours ça. Mais non, mais comme j'aime bien dire, les vrais sachent. Donc voilà, les vrais connaisseurs reconnaissent un maillot qui aurait énormément de valeur comparé à un maillot qui paraît être cher ou rare, mais qui ne l'est pas. Enfin, c'est une passion, ça se travaille. C'est des recherches. Est-ce que l'Union, c'est quand même, j'ai pour toi en tant qu'artiste une source d'inspiration très importante, je pense. C'est infini. C'est infini. Et c'est quoi tes prochains projets liés à l'Union? Est-ce que t'as déjà des trucs que t'as envie de réaliser, que t'es peut-être en train de réaliser ou planifier? Peut-être une petite avant-première pour nos auditeurs. Une avant-première pour tes auditeurs? Eh bien, non, tu sais, on est qualifié en finale de la Croquis Cup. Là, pareil, il y a pas mal de choses à faire avec nos amis d'Anderlecht. Mais non, j'ai envie de refaire des animations en plasticine, etc. Donc certainement quelque chose comme ça. Mais comme je te disais, quand j'arrive à proposer des projets au club qui valident, c'est cool. Mais je dois aussi composer avec des boulots qui sont pas très intéressants, mais qui rapportent un peu d'argent, pour pouvoir ensuite m'autoriser des temps de création un peu plus libres, où là c'est plus pour les copains ou plus pour le plaisir. Pour le plaisir. Il y a les boulots, on va dire, alimentaires, et puis Totalement. il y a les boulots plaisir. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu dans la même situation. Après les pâtes, c'est bon. Ouais, bien sûr, non, c'est clair. Mais peut-être switcher un peu sur l'Union, plutôt, on va dire le volet sportif. On a beaucoup parlé de ton travail. Titre de champion, comment tu l'as vécu? Moi, j'ai chialé surtout sur le scénario du match. Là, il y avait l'expérience déjà de l'année d'avant, de 2 ans avant. Je me souviens, il y avait les panneaux, les podiums. Ouais. J'avais fait une photo du podium champion de Belgique 2023 ou je sais plus. Il était à l'envers en backstage un peu et on l'a jamais sorti quoi. Et là je me disais mais non putain ça va pas le faire encore une 3e fois et tout. Puis je sais plus, on fait des playoffs parfaits quasiment, on fait 27 sur 30 il me semble. Je pense même 28 sur 30. C'est fou. Ouais. Puis je me souviens plus exactement mais il y a l'égalisation de gants. Puis après il y a Toby qui nous plante un but salvateur. Moi je m'en souviendrai toute ma vie puis j'hésitais à enjamber la barrière mais j'ai finalement envahi le terrain comme tout le monde. Et après j'ai plus de grands souvenirs mais non, je te dis j'avais anticipé le truc en fait, j'avais fait des stickers déjà en détournant par un autre détournement.
en détournant le logo le patch de la Champions League, l'étoile. Puis j'avais incrusté les lettres Union dans les contreformes. Puis j'avais ramené ce paquet de stickers pour le dernier match de championnat. Mais c'était un peu chat noir, quoi, parce que si ça se passait pas comme on voulait, on n'avait pas la qualif. Enfin, on avait le barrage éventuellement l'année prochaine. Et donc là, dès qu'on a gagné, j'ai filé des stickers à tout le monde sur le terrain. J'ai pris quelques brins d'herbe que j'ai mis dans la poche, que j'ai dû garder quelque part ici. Enfin, non, c'était beau. Je sais pas, c'est mérité même pour les supporters, pour toutes ces années de galère, puis la remontée. Et puis 3 ans, on touche le Graal vraiment de peu. Déjà, j'étais très 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 heureux lors de la victoire en Coupe de Belgique. J'avais l'impression que ça récompensait toutes ces nouvelles années de travail. Ça matérialisait une ligne dans l'histoire du club. Il y a un trophée. C'était important. Et puis là, le championnat l'année dernière. Moi, j'ai l'impression que la Coupe de Belgique, ça a été un peu le déclencheur. Le déclic. Ça a un peu, on va dire, brisé le plafond de verre. Les fantômes et tout. Ouais, exactement. Je pense que c'était très fort dans la tête. Aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. Ouais. Parce que, honnêtement, le match qu'on perd contre Bruges, où il y a le japonais là qui marque. De 17 ans, là. Qui avait jamais joué une. Je pense qu'il y avait autant de stress dans les tribunes que sur le terrain. Mais l'histoire est bien faite parce que c'est notre japonais à nous qui nous a fait remporter la Coupe de Belgique ensuite, Mamashida. Ouais, puis cette année, le doublé, tu y crois? Ouais, totalement. Totalement. Je pense que c'est très bien en fait qu'on soit sorti de la Champions League. Je pense que c'est très bien aussi que Bruges y soit toujours. Tout à fait. C'est bien pour nous parce que ça va un peu les fatiguer. Ouais. Et c'est bien pour le football belge, honnêtement. Pour l'indice UEFA, c'est super. C'est excellent. Ils vont juste gagner un peu plus d'argent que nous, mais ça c'est pas grave. On fait de meilleurs achats qu'eux, donc y a pas de souci. Et puis non, faut se méfier de Saint-Tron. Puis on sait jamais. Je pense que Saint-Tron, effectivement, il faut s'en méfier. C'est une bonne équipe, ça joue bien. C'est très. Ils ont rien à perdre. Hein. Rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Rien à perdre. Et puis non, après, je pense qu'Anderlecht ils vont un peu lâcher la course au titre, même aux premières places. Ils vont se concentrer sur la Crocky Cup. Donc faudra faire attention à eux. Ouais, ils doivent aussi encore faire attention à pas sortir du top 6. Parce je pense que c'est presque bon. Bah, il y a plus que 5 matchs. Tu peux une ou deux fois. Quand tu vois cette saison, t'as parfois une équipe gagne 2 matchs d'affilée, il passe du milieu de classement au top 6. Ouais, c'est clair. Et l'inverse aussi. Donc, je pense qu'à part les 3 premières places, il n'y a encore aucune certitude par rapport aux 3 autres équipes qui vont être dans le top 6. Mais je suis assez confiant quand même. On en parlait tout à l'heure aussi. Toute l'expérience et toute la maturité qu'on a acquise avec la Champions League, puis les playoffs de l'année dernière. Tu vois, on a quand même à peu près le même noyau dur. Donc, je pense que tout ça, ça va être ultra important pour les playoffs de cette année. Et tu vois, même si on a un jeu un peu moins flamboyant, un peu moins extraordinaire, un peu moins créatif que l'année dernière, on est plus fort sur la gestion des matchs, sur le contrôle des matchs. Et je suis confiant. Ça va être beau. T'as déjà une idée en tête si on est champion? Tu sais déjà ce que tu vas faire comme création ou c'était quoi? C'était l'Antwerp qui avait fait le dernier double. Tu y réfléchis? Bien sûr, tout le temps. J'ai tout le temps des idées, mais j'aimerais bien refaire des trucs un peu officiels pour le club. Ça me manque. Mais ouais, on va voir. Puis au pire, ce sera pour moi, enfin pour les copains, pour les supporters. Ouais, pour les supporters, je pense qu'il y a une communauté énorme. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on ait ce podcast ensemble, parce que je pense que tu fais des trucs incroyables. Et il faut qu'il y ait un maximum de supporters qui découvrent ton travail. Je pense que. C'est ça que je voulais te dire aussi. Tu me demandais après le titre de champion de Belgique l'année dernière. J'ai chialé aussi parce que j'ai surtout pensé à tous ces supporters, enfin aux vrais. Ouais. Parce que moi, je suis un petit Français qui a débarqué il y a 4 ans, 5 ans. Mais j'ai vu les années d'espoir, de désespoir, d'amour, etc. Chez les anciens, chez Philippe, Yves, Fabrizio, ceux qui ont disparu aussi depuis. Et puis j'ai pensé, en fait, tout ça s'est chamboulé dans ma tête quand il y a eu le coup de sifflet final. Et je me suis dit, putain, c'est fait, c'est écrit. Maintenant, ça bougera plus. On a été champion, là, et voilà. Et ça s'est marqué à vie. Ouais, c'est clair. Et comme tu dis, il y en a qui ont attendu des dizaines d'années. Et il y en a aussi, malheureusement, qui se sont décédés juste avant. Il y a des gens qui l'ont pas connu. Tu vois, qui auraient mérité de le connaître. Mon grand-père est mort juste après qu'on ait gagné la Coupe du Monde de foot avec la France. Il était fan de sport, de tennis, de plein de sports différents. Il était en soins palliatifs. Et je sais pas, il y a une énergie de là-haut qui l'a fait tenir. Et moi, j'allais lui rendre visite à l'hôpital tous les jours. Je lui lisais l'équipe, le journal de l'équipe. Et je lui racontais le match de la veille. Il voyait quasiment plus rien, il n'entendait plus rien, il pouvait plus boire et tout. Mais il a tenu jusqu'à cette 2e étoile, tu vois. Et puis il est parti. Et là, je me suis dit, mais c'est fou.
c'est bon. Il a pu partir après, c'est parfait, l'histoire est bien faite. Ouais. Non, c'est une très belle histoire. C'est vrai que le foot, c'est tellement, ça te prend tellement les tripes. C'est incroyable, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on aime le foot. Hein. Ouais, c'est un vecteur d'émotion, c'est précieux. Ouais. Bon, bah, écoute, voilà, moi, je te remercie pour cet entretien. Je sais pas si tu voulais encore, avant qu'on clôture, peut-être passer un message. Non, bah, allez l'Union, le printemps va être beau. Force à tout le monde, et puis voilà, le soleil va revenir, les températures douces aussi. Et puis non, ça va être chouette, là, on va vivre mars, mai, ça va être excitant. Ouais. Enfin, on l'espère, mais je pense qu'il y a pas mal de chouettes trucs dans le pipeline, comme on dit. Ouais, grave. La finale de la coupe, les playoffs. Parfait. Bah écoute, Laurent, un grand merci. Merci à toi, Bruno. Et à très bientôt.